Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour la dernière édition de Metro News pour la semaine. Au sommaire de ce vendredi, le Premier ministre Ariel Henry a reçu les salutations officielles du corps diplomatique, des représentants du secteur privé et des directeurs de médias ce jeudi. Par ailleurs, il a salué l'augmentation des recettes douanières grâce à la collaboration avec le secteur privé. Il a également assuré un soutien total à la transition numérique des médias. En 2023, le taux de femmes victimes de violences sociales de la zone métropolitaine de Port-au-Prince s'élève à 42%. Cette situation a atteint un niveau alarmant selon les informations de l'ONU Femmes. Et puis à l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux axes routiers de la capitale se trouvent dans un état déplorable. Les citoyens et syndicalistes appellent les autorités à accorder la priorité à l'entretien des routes. Donc, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Suite à l'assassinat d'un patient devant le centre d'urgence de Turgeot, Médecins sans frontières suspend indéfiniment ses activités médicales dans ce centre. Le 12 décembre, des individus armés ont arrêté une ambulance de MSF, extrait de force le patient, puis l'ont abattu avant de prendre la fuite. MSF souligne l'importance cruciale de la sécurité pour permettre à ces équipes médicales de remplir leur mission. L'ONG condamne fermement ces attaques violentes dirigées contre ces ambulances et la tragédie des patients abattus en pleine rue. Benoît Vasseur, chef de mission de MSF, est notre invité ce soir. Monsieur Benoît Vasseur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir à Metro News. Bonsoir Rose, bonsoir à tous vos auditeurs et vos téléspectateurs. Alors vous êtes chef de mission MSF et vous avez décidé de suspendre pour une durée indéterminée vos activités à Turgeot après qu'un groupe d'individus armés ait attaqué une ambulance de l'organisation et extrait de force le patient et notamment l'exécuté de plusieurs balles. Est-ce que vous pouvez nous fournir beaucoup plus de détails autour de cet incident tragique, notamment les circonstances et le contexte ? Oui, c'était donc mardi dernier, on était le 12 décembre. Aux alentours de 4 heures de l'après-midi, nous avons reçu un patient blessé par balle que nous avons donc admis et que nous avons dû assez rapidement référer vu l'urgence vitale que sa situation représentait. Parallèlement à son admission dans notre service d'observation au centre d'urgence de Turgeot, plusieurs groupes d'individus se sont amassés autour de notre portail et ont commencé à discuter et on sentait qu'il y avait une certaine agitation. On a à peu près au même moment, on a admis un autre patient qui était, lui, victime d'un accident de la voie publique. Et les deux patients nécessitaient une référence dans un hôpital de soins spécialisés. Je rappelle qu'au centre d'urgence de Turgeot, nous stabilisons les patients, nous soignons ceux que nous pouvons soigner, mais si la blessure du patient, si l'état du patient nécessite une intervention chirurgicale, nous devons le référer et c'est donc ce que nous avons fait à bord de deux ambulances. Le patient blessé par balle était dans l'ambulance de tête et l'autre patient dans la seconde. Quand nos ambulances ont quitté le centre d'urgence MSF, une vingtaine de mètres après, un groupe de personnes a fait irruption en provenance d'une ruelle adjacente et d'autres personnes sont assez rapidement venues se joindre à eux. Donc il y avait 5, puis 10, puis difficile à dire, mais on peut dire jusqu'à une vingtaine de personnes. Ils ont stoppé nos ambulances. Il y a eu quelques coups de feu tirés en l'air, donc tous n'étaient pas armés, simplement certains. Combien, c'est difficile de vous dire le nombre exact. C'était des armes de poing. Ils ont inspecté l'intérieur de l'habitacle. Donc, à l'intérieur de cette ambulance, il y avait notre chauffeur,
il y avait notre coordinateur de projet et il y avait l'infirmière qui était donc à l'arrière de l'ambulance avec le patient qui était sous perfusion. Ils ont fait signe à l'ambulance de queue de retourner et elle a pu faire marche arrière et réintégrer le centre d'urgence. Pendant ce temps-là, ils ont forcé la porte, ils ont extrait le patient de force et lui ont asséné des coups et ils lui ont aussi tiré dessus de plusieurs coups de feu. Difficile de dire exactement combien, certainement 2 ou 3 coups de feu. Et tout ça sous les yeux de l'infirmière qui était complètement terrorisée. Sous le choc. Bah oui, imaginez. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres victimes lors de cet incident tragique? Non. Et si vous voulez savoir, ils nous ont même adressé, quoi. Nous, moi, j'étais pas dans l'ambulance, mais nous, MSF, hein, le message qu'ils n'en avaient pas après nous, qu'ils en avaient après le blessé. Le patient. Le patient. Ça, c'était clair. Maintenant, dire que nos équipes ne se sont pas senties menacées, c'est beaucoup dire parce que face à une telle violence, je pense qu'on peut être horrifié. Mais en tout cas, nos équipes n'ont pas été inquiétées plus que le choc psychologique qu'ils ont subi et ont pu après filer. Et cette foule a très vite déguerpi. Hein, une fois que le patient a été exécuté de plusieurs balles dans le corps, les gens sont partis en courant. Alors, après cet incident, vous avez décidé de suspendre vos activités à Turgeot. Mais malgré cette suspension à Turgeot, vous continuez d'offrir vos services, notamment à Cité Soleil, à Tabar, dans vos autres installations. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de déloger ce centre à Turgeot? Est-ce que c'est une alternative aujourd'hui pour continuer à servir la population? Bon, le déloger, c'est-à-dire le déménager, c'est ce que vous entendez pour moi? Oui, bah, pour le moment, alors l'historique du centre d'urgence de Turgeot, hein, précédemment, nous étions à Marty 125. En effet. Voilà, vous vous rappelez, et en juin 2021, nous nous sommes retrouvés sur une ligne de front entre différents groupes armés et nous avons donc dû fermer le centre MSF de Marty 125 et nous avons déménagé à ce qui était à l'époque le CDTI de Turgeot. Nous sommes assez bien situés hein, à Turgeot puisque nous sommes à côté du centre-ville. Nous ne sommes pas si loin de Martissant, dont la population extrêmement démunie était notre cible originelle. Nous sommes aussi très proches de Carrefourpeuil, un quartier dont vous connaissez malheureusement la situation sécuritaire qui ne cesse de s'empirer depuis le mois d'août. Et bon, il y a aussi d'autres quartiers en ébullition qui sont aux alentours, tels que Bas-Delma, Bel-Air. Mais nous sommes aussi voilà, au bas de Canapé Vert, pas loin de Delma, et tous les blessés, qu'il s'agisse d'accidents de la voie publique ou de traumatismes violents, peuvent se rendre à cette structure. Donc c'est une structure qui est très accessible. Tout à fait. Tout à fait. Nous recevons là-bas de 80 à 100 patients par jour. Donc c'est quand même un nombre important de bénéficiaires que nous atteignons par cette position. Sans parler de tous les soins externes. Donc, c'est les patients qui, après avoir été soignés chez nous, reviennent pour généralement des changements de plâtre, des changements de pansement, de la physiothérapie, par exemple. Alors, Monsieur Benoît Vasseur, est-ce qu'on peut dire que cette suspension, elle est temporaire, ou du moins s'il s'agit d'une décision définitive? Bon, honnêtement, nous l'espérons temporaire. Et ce n'est pas une décision facile à prendre, puisque les premiers à souffrir de cette fermeture… Oui, c'est la population haïtienne. Exactement. Et on sait déjà le désarroi dans lequel elle se trouve et les difficultés que rencontre le système de santé publique en Haïti qui manque cruellement de financement. Donc, nous, MSF, nous fournissons des soins médicaux de qualité qui sont surtout gratuits, sachant que voilà, les soins payants sont une barrière à l'accès aux soins des populations les plus démunies. Donc, notre ambition, c'est de pouvoir réouvrir maintenant. Cependant, vous voulez lancer quand même un appel aux autorités étatiques en ce qui a trait à la crise sécuritaire?
savez, je ne pense pas que les autorités étatiques aient besoin de Médecins sans frontières pour les alerter sur la situation sécuritaire. Tous les Haïtiens savent ce qu'est la situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer. C'est plus un appel à la population que je souhaiterais lancer, à savoir que attaquer une ambulance de Médecins sans frontières, ça revient au même qu'attaquer un hôpital de Médecins sans frontières. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Comment voulez-vous que... À l'hôpital de Turgeot, nous faisons en moyenne, on va dire, une petite dizaine de références par jour. Comment voulez-vous, c'est-à-dire un transfert de patients de notre centre d'urgence à un autre hôpital, comment voulez-vous que demain, je demande à un infirmier, à une infirmière de monter dans une ambulance et d'accompagner un patient pour une référence avec ce qui s'est passé mardi dernier? En effet, c'est tragique. C'est tragique. Exactement. Et donc là, il faut qu'on prenne du temps pour comprendre comment ça se fait que notre ambulance ait pu être attaquée de la sorte. Et donc, ça demande pas mal de réseautage et pas mal de discussions avec toute la population. Parce qu'on peut faire des communiqués de presse comme celui qu'on a sorti mercredi, mais je ne crois pas qu'on atteigne toute la population avec des communiqués de presse. Et je pense qu'il faut adresser nos inquiétudes et les conditions sécuritaires nécessaires pour que nos équipes puissent continuer à travailler. Et là, pour le moment, au centre d'urgence de Turgeot, les conditions sécuritaires pour que nos équipes puissent continuer à travailler ne sont malheureusement pas réunies. Malheureusement, le secteur médical n'est pas épargné de cette crise sécuritaire en Haïti. Merci infiniment, Monsieur Benoît Vasseur. On le rappelle, vous êtes chef de mission MSF. Merci infiniment de votre disponibilité. Je vous remercie, Rose. Merci à vous. Voilà, c'était avec nous Monsieur Benoît Vasseur, chef de mission MSF. Avec lui, nous avions échangé autour de cet incident tragique qui a contraint MSF de suspendre cette activité pour une durée indéterminée. Et puis, comme annoncé en titre, le Premier ministre Ariel Henry a reçu jeudi 14 décembre les salutations officielles du corps diplomatique, des représentants du secteur privé et des directeurs de médias à la villa d'accueil. Dans son discours pour l'occasion, le chef du gouvernement s'est réjoui de l'augmentation des recettes douanières cette année, attribuant ce succès à la collaboration fructueuse avec le secteur privé des affaires, malgré des conditions difficiles. Dr Henry a accordé une attention particulière aux médias, assurant que la primature soutiendra pleinement la transition vers le numérique. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les efforts de la CARICOM et a manifesté sa volonté de poursuivre le dialogue politique. Un extrait de l'intervention du Premier ministre Ariel Henry. Haïti traverse des épreuves difficiles. Nous sommes confrontés à des défis complexes, que ce soit sur le plan politique, économique, social, sécuritaire ou environnemental. Ces moments difficiles ont mis à rude épreuve notre résilience en tant que peuple. Nous savons que nous pouvons compter sur les pays amis de la communauté internationale qui continuent de nous apporter un soutien significatif de notre quête de stabilité et de bien-être pour nos concitoyens. Je vous demande de transmettre aux dirigeants de vos pays et de vos organisations nos remerciements pour avoir gardé ouverts vos ambassades, vos consulats et vos bureaux, malgré les défis posés par l'insécurité et les aléas du quotidien. Nous sommes convaincus que nous vaincrons bientôt le spectre de l'insécurité avec l'aide de la mission multinationale de soutien de la sécurité. Je tiens à saluer particulièrement le groupe des éminentes personnalités qui n'ont pas ménagé leurs efforts en vue de parvenir à un accord politique. Depuis 6 mois, ils ont fait tout ce qui était possible, sans arriver pour le moment à convaincre toutes les parties prenantes de l'urgente nécessité pour les Haïtiens
de s'entendre pour trouver un consensus suffisant en vue de conduire le pays vers un retour à un fonctionnement normal des institutions. Je leur ai renouvelé notre appréciation et je leur ai donné l'assurance au nom du gouvernement que nous allons continuer à parler aux uns et aux autres, même à celles et ceux qui semblent les plus irréductibles. Je reconnais que l'année qui touche à sa fin a été remplie d'obstacles et d'épreuves. Je sais que la plupart d'entre vous font face à des situations qui auraient pu ébranler votre capacité à résister aux aléas d'une conjoncture politique instable, alimentée par une insécurité galopante. Malgré ces difficultés, vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise et acteurs du secteur privé, formel et informel, avez démontré une détermination à continuer à offrir des services à la population et à continuer à la croissance économique. Vous êtes la clé de cette croissance, les créateurs d'emplois et les partenaires clés dans la construction d'une économie forte. Grâce à votre collaboration et à votre sens civique, que nous constatons depuis quelque temps, les recettes douanières ont augmenté, ce qui, en dépit de la crise, a permis à la population de bénéficier de plus de services. Je tiens donc à féliciter chaque entrepreneur, chaque entreprise, grande ou petite, qui ont contribué de quelque manière que ce soit à apporter à notre économie. Mesdames, Messieurs, les patrons de médias, je veux prendre un moment pour vous adresser mes vœux les plus chaleureux. Vous êtes les gardiens de l'information, donc de la démocratie. Vous êtes les porte-parole des citoyens. En cette période où nous nous préparons à clore une année et à accueillir une nouvelle, je tiens à souligner l'importance de votre mission. Puisque, de toute évidence, les médias jouent un rôle fondamental dans la construction d'une société éclairée et informée. Et, en tant qu'éclaireurs de la société, les médias sont astreints à un devoir de transparence, de vérité et d'éthique. Je crois fermement que grâce à votre professionnalisme et votre engagement envers le bien commun, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Les médias ont la capacité d'unir les gens, mais aussi de les diviser. Ils ont également la capacité de promouvoir la tolérance, de sensibiliser la population aux enjeux cruciaux qui façonnent son avenir collectif et de promouvoir un dialogue constructif au sein de notre société qui est confrontée à un problème de méfiance entre les citoyens. Le pouvoir de la presse est immense. Donc, je vous encourage à continuer à être des agents de changement positif. Je veux souligner en passant la nécessité d'effectuer le saut vers le numérique. Je sais que ce sujet est un peu problématique pour un certain nombre d'entre vous, mais Haïti ne peut pas continuer à être à la traîne dans tous les domaines. Nous allons ensemble poursuivre les discussions que nous avons déjà entamées, notamment à travers la commission qui a été créée à cette fin pour pouvoir parvenir à un modus operandi. En cette saison de festivités, je vous encourage à réfléchir sur nos réalisations collectives et à envisager l'avenir à venir avec optimisme et détermination. Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez fait part des conditions difficiles dans lesquelles vos entreprises de presse
fonctionne. J'ai compris et j'ai pris note. Je renouvelle l'engagement de mon gouvernement à favoriser un environnement pour l'exercice de la profession. Ensemble, nous pourrons construire un futur rassurant pour les générations de demain, guidé par les principes de justice, de solidarité et de patriotisme. Autre information, les voies d'accès à l'aéroport international Toussaint Louverture, à Frères et différents axes routiers de Delma sont dans un état lamentable. Certains tronçons sont désormais impraticables, parsemés de nombreux trous, représentant ainsi un risque d'accident et de dommages aux véhicules. Des syndicalistes se disent préoccupés par le manque de priorité des autorités pour l'entretien des routes. Des questions persistent sur l'utilisation des fonds du ministère des Travaux publics pour maintenir les infrastructures routières. Reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le mauvais état de la plupart des tronçons de route laisse à désirer et fait perdre non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Nous ne voulons pas parler dans ce reportage ni de l'insalubrité, ni du laxisme des autorités face aux étalagistes qui s'installent n'importe où, mais de préférence de la situation des routes dans l'aire métropolitaine. Les unes sont certainement dans un état plus lamentable que les autres. Qui n'a pas l'habitude d'emprunter l'autoroute de Delma? Qui ne garde pas en tête un mauvais souvenir de cette autoroute, que ce soit à l'entrée de Delma 48, à l'entrée de Delma 64, entre autres? Hormis les étalagistes qui occupent une bonne partie de la chaussée, les chauffeurs de transport en commun qui stationnent n'importe où et en toute quiétude. Un peu partout dans l'aire métropolitaine, bon nombre de tronçons de route sont en très mauvais état. Chaussées défoncées, flaques d'eau en plein milieu de la route, poussière, bref, embouteillage et anarchie. Nous sommes sur la route de l'aéroport international Toussaint Louverture. Cette route principale qui représente l'entrée et la sortie tant pour les Haïtiens que pour les étrangers, notamment des touristes, laisse à désirer. Des chauffeurs de transport en commun, ceux de véhicules privés, des motocyclistes, entre autres, ne cachent pas leur frustration par rapport aux états déplorables dans lesquels se trouve cette route. Nul besoin de microscope pour faire le constat car il est alarmant. D'énormes trous dans plusieurs axes qui sont susceptibles de provoquer des accidents qui pisaient, ils peuvent endommager des véhicules si le conducteur ne le remarque pas à distance. Dans d'autres circonstances, ces trous peuvent créer des embouteillages monstres et cette zone qui abrite de nombreuses entreprises commerciales, notamment des bâtiments qui assurent la vente des véhicules, est en piteux état. Nul ne se souvient de la dernière fois que les entretiens ont eu lieu, mais le constat est là. D'un autre côté, des syndicalistes du secteur des transports en commun vont droit au but. Duclos bénissois ne ménage pas ses propos. Les fonds d'entretien routier qui sont prévus dans le budget national chaque année et qui sont disponibles, où sont-ils? S'interroge Duclos bénissois. On parle de l'aéroport, mais c'est tout le pays comme ça. Bon, parfois nous posons cette question, est-ce que le ministre TPTC, soit 10 ans socialiste, qui est dans la tête ministre TPTC, qui gagne l'argent, comme on vous prend ça, parce que il y a un fonds qui fait fonds d'entretien routier, il est là pour faire réparation route. Non seulement route pas faite, route pas réparée. Et l'argent ça est disponible. Son fonds qui a accumulé près de entre 10 et 15 millions de dollars chaque année. Et puis maintenant qui est à route. C'est une situation préoccupante que ce soit à Delma, à Pétionville, à Frères, le mauvais état des routes. D'ailleurs, des automobilistes, que ce soit des chauffeurs de tap-tap, de taxi-moto, des véhicules privés, entre autres, ne cachent pas leur frustration, leur mécontentement par rapport aux différentes routes de la capitale qui sont totalement en mauvais état. Il y en a qui s'interrogent sur les différents travaux du ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Il y en a qui s'interrogent sur les travaux des différentes mairies de la capitale. Mais selon les constats, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il y en a qui ont tenté de tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne le mauvais état des routes. D'ailleurs, il y a un pile machine
qui crasé par rapport à route qui pas bon du tout, gain accident qui fait surtout le soir, les chauffeur apprend route pour la première fois ou bien même si chauffeur là habitué faire route là, mais par rapport à un trou qui est dans route là, par rapport à ressort machine qui a crasé, donc la situation devient de plus en plus préoccupante et jusqu'à présent du côté des autorités étatiques, le constat est toujours le même. Donc, en effet, il y en a qui estiment que la réhabilitation de quelques tronçons de route de la capitale, ce n'est pas trop demandé. L'État haïtien peut assumer cette responsabilité de la part de nombreux observateurs, notamment du côté du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Parlant à présent de violences faites aux femmes, la représentante d'ONU Femmes en Haïti, Marie-Goretti Doyo, a révélé que pourcentage significatif, soit 42% de femmes dans la zone métropolitaine, sont confrontées à des violences sociales, englobant les violences conjugales et communautaires en 2023. Cette statistique est préoccupante par rapport aux années précédentes, a souligné Marie-Goretti Doyo lors d'une rencontre de presse ce vendredi. Elle a tenu à rassurer que ONU Femmes demeurera engagée dans la lutte contre les violences infligées aux femmes et aux filles, soulignant ainsi la nécessité de contribuer à l'amélioration de cette situation alarmante. Oui, nous avons eu cette activité parce qu'on voulait faire le point par rapport à la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Donc il était question de voir en quoi a consisté cette campagne. Mais évidemment, on a commencé par donner la situation des violences faites aux femmes en Haïti. On a donné des chiffres. On a donné des chiffres que nous avons des rapports reçus de nos partenaires sur le terrain, mais aussi de l'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, basé à BINU. Des chiffres, en fait, qui nous donnent la situation et qui confirment que dans certaines provinces, dans certains départements, les violences sont plus élevées que les autres. On a cité le sud, le nord-est comme étant les zones où on a des violences les plus élevées. On a cité Port-au-Prince, évidemment, où on a plus de 42% de violences, alors que les autres sont autour de 30, 35%, 28% même. Et donc, on voulait montrer que les violences ne sont pas les violences basées sur le genre et surtout les violences sexuelles et basées sur le genre ne sont pas les mêmes dans tous les départements. Nous avons aussi voulu montrer que plus on a un niveau élevé d'éducation, moins on subit des violences faites aux femmes. Et ça, c'est je dirais des chiffres qu'on tire des rapports que nous avons faits dans certains départements qui vont nous montrer, par exemple, que les femmes qui n'ont que le primaire à plus de 48%, ils sont violentées. Alors que celles qui ont une éducation qui va au-delà du primaire, on va trouver qu'ils sont autour de 30%. Donc, c'est quelque chose qui nous montre qu'il y a moyen de pouvoir changer la situation. Maintenant, après avoir parlé de la situation de ces violences qui est passée justement dans notre présentation tout à l'heure, qui est passée à la participation politique des femmes, là où on a un grand souci, justement parce que malgré les 30% qui sont bien clairs et reconnus par la Constitution, nous avons moins de femmes qui participent, soit autour de 8% de participation des femmes, que ce soit au Sénat, au Parlement, alors que nous devrions avoir 30% au moins, comme le dit la Constitution. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce vendredi. Le Premier ministre Ariel Henry a reçu les salutations officielles du corps diplomatique, des représentants du secteur privé et des directeurs de médias ce jeudi. Par ailleurs, il a salué l'augmentation des recettes douanières grâce à la collaboration avec le secteur privé. Il a également assuré un soutien total à la transition numérique des médias.
En 2023, le taux de femmes victimes de violences sociales de la zone métropolitaine de Port-au-Prince s'élève à 42%. Cette situation a atteint un niveau alarmant selon les informations de l'ONU Femmes. Et puis à l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux axes routiers de la capitale se trouvent dans un état déplorable. Des citoyens et syndicalistes appellent les autorités à accorder la priorité à l'entretien des routes. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. C'est le week-end, profitez pleinement de la vie et surtout rejoignez-nous sain et sauf lundi prochain. Restez sur Métropole. Bonsoir.